Bonjour à tous et bienvenue chez Critflix, le podcast qui fait la part belle au cinéma, à la télévision, sans oublier les autres médias. Oui, parce que parfois on parle aussi de radio. Comme chaque semaine, on va vous parler de nos recommandations, des audiences de télévision, des news qu'on a dégotées à droite à gauche, mais aussi vous donner le programme de télévision. Alors tout cela, je le fais jamais seul, vous le savez, je suis accompagné de David. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va très très bien. J'ai fait ma première vidange tout seul. Je suis très content. Eh ben, écoute, c'est bon à savoir parce que ça coûte cher les vidanges C'est vrai alors, que ça coûte cher les vidanges et ouais, j'ai économisé énormément d'argent et pour l'instant la voiture elle fonctionne toujours donc eh ben, plutôt voilà. content de moi. On pourrait faire un podcast automoto, mais je serais beaucoup moins loquace. Ah, effectivement. En tout cas, tu es loquace pour nous parler de la radio. On peut retrouver le dossier en audio exclusivement dans notre section podcast si ça vous intéresse, où tu nous parles des audiences de radio du mois de janvier jusqu'au mois de mars. Et puis ton avis aussi sur la baisse et l'augmentation de chacune de ces radios. C'est hyper intéressant. Donc je vous conseille d'aller écouter ça quand on a l'occasion. On vous sort des petits dossiers le dimanche. Et sinon, vous avez Critflix tous les vendredis. Et de temps en temps un débrieflix. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on voit pas trop de films en commun. Eh ben, c'est vrai, depuis Mario, c'était il y a pas si longtemps que ça C'est quand vrai. même, mais ouais, ça fait un On petit a eu moment qu'on une bonne série en fait. Et là, depuis petite ouais, pause, mais quoi. ça s'en va et ça revient comme dirait Claude François. Exactement. On va commencer par nos recommandations. Qu'est-ce que tu recommandes à nos auditeurs? Alors, j'ai hésité à le recommander dès cette semaine parce que la série n'est pas tout à fait finie, mais j'ai quand même très envie de vous parler de Monarch saison 2 que je regarde Mmh. actuellement sur Canal+/Apple TV. Cette série avec, Kurt Russell et son fils, j'ai oublié son prénom. Russell. Ouais, Russell. C'est non, c'est pas Russell Jack, Russell je Junior. crois que c'est Jack Ah, Russell. Jack Russell. La série Monarch Legacy of Monsters, donc qui se passe dans le Monsterverse de Warner avec Wyatt Russell, Anna Sawai, Mari Yamamoto, Kurt Russell, Kiersey Clemons, Joe Tippett, entre autres. C'est une série qui se passe dans l'univers donc de Warner, des monstres, donc Godzilla, Kong, etc., etc. Cette saison 2 se passe dans la continuité de la première, c'est-à-dire après les événements de Godzilla 1. Et comme dans la saison 1, on parle de paradoxe temporel puisque on suit à la fois ce qui s'est passé dans les années 50, donc juste avant et pendant le film Kong Skull Island, et en même temps ce qui se passe après Godzilla 1. D'accord. Et en fait, on va vite se rendre compte dans la série que quand on est dans le monde intérieur, en fait, dans l'univers de Godzilla, les monstres viennent de l'intérieur de la Terre, en fait, sous la croûte terrestre. Oui, Et en maintenant fait, on le sait grâce au film voilà, Godzilla ouais, versus ouais, Kong. c'est ça, ouais. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un paradoxe temporel, c'est-à-dire que quand on est sous la Terre, le temps passe beaucoup moins vite que lorsqu'on est à la surface, un petit peu comme dans OK. Interstellar, qui donne tout un tas de situations hyper intéressantes. Ce que je trouve assez paradoxal, c'est que on rappelle que Godzilla a bien marché, Godzilla 2 un peu moins, Kong avait plutôt bien fonctionné, et qu'on avait un peu un chant du cygne avec Godzilla Kong qui était censé un peu clôturer C'est cette vrai. saga et qui est sorti pendant le Covid, et ça a été un tel carton à l'international, il a tellement marché qu'on a eu droit ensuite à Godzilla X Kong et qu'on aura le droit l'année prochaine à Godzilla X Kong Supernova. Et c'est Supernova. marrant parce qu'on a l'impression que le premier Godzilla, le premier Kong, c'est des films assez sérieux, et que petit à petit, en fait, on s'est rendu compte qu'être Godzilla Kong, et surtout dans le dernier, je trouve, on avait envie de gros monstres qui se tapent dessus. Ça lâche les C'est vannes complètement complètement, bien sûr. décomplexé. Ouais. Et Monarch, pas du tout. On est D'accord. vraiment dans une série très sérieuse qui reprend beaucoup de codes de la science-fiction avec beaucoup de sérieux. OK. Il y a beaucoup de drame, il y a beaucoup de personnages qui meurent dans cette série. Mmh. C'est, et je trouve ça bien que, malgré tout, on n'est pas versé complètement dans le total mainstream. Et cette série, en fait, elle est vachement bien fichue, notamment sur ses paradoxes temporels. Moi, j'adore ces histoires de Mmh. voyage dans le temps, de paradoxes temporels. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que vraiment plusieurs fois, je me dis: «Ah mais c'est vrai qu'il y a des monstres». En fait, j'en oublie presque que, ça se passe dans l'univers de Godzilla parce que oui, il y a des monstres, oui, il y a des jolis effets spéciaux, mais c'est presque secondaire par rapport aux intrigues que vivent les personnages. Ouais. Très vite, au début de la saison, on découvre que le personnage principal, en fait, c'est quelqu'un qui a 2 familles, qui a une vie cachée. Il a des enfants, et puis, très vite, on va se rendre compte que, un autre personnage est un peu en trouble, c'est-à-dire qu'elle est amoureuse de 2 personnes sans que les Mmh. en fait, ça il y a beaucoup de thématiques aussi sur, la question, de l'homosexualité, notamment, il y a plusieurs années. Enfin bon, bref, c'est plutôt bien amené. OK. Et c'est vrai que à la limite, les monstres sont presque, comment dirais-je? Pas anecdotiques, mais Secondaire. ouais, sont presque secondaires, presque accessoires. Et donc c'est vraiment une très bonne série. Alors attention, moi je dis c'est réaliste, c'est plutôt bien fichu, ça reste dans l'univers de Godzilla. On parle pas Oui, de oui, non, mais c'est bien pas sûr. Tchernobyl Oui. quoi, hein, c'est pas Ouais, une complètement. mini-série, voilà, parce que j'ai lu C'est préhistorique, une quoi. fois ou 2 que, parfois il y avait des facilités scénaristiques. Je suis d'accord, il y a des personnages qui devraient être morts, qui sont pas morts, qui en réchappent comme par magie, et cetera. Mais il arrive des moments où je pense qu'il faut savoir aussi un peu lâcher la bride du scénario et se faire plaisir. Et moi, je me fais d'autant plus plaisir que c'est la première série que je regarde sur ma nouvelle télé, en plus, en 100 4K, et qu'elle est
incroyablement belle, incroyablement bien fichue. Alors j'ai vu un peu plus des 2 tiers de la série parce qu'elle est pas finie de sortir encore, hein. Elle continue de sortir jusqu'à la fin du mois d'avril, donc d'ici une dizaine de jours, tous les épisodes sont sortis. Je voulais attendre un petit peu, mais en fait, c'est tellement ce qui rythme mon quotidien en ce moment que je suis obligé de vous dire que ce Monarch Legacy of Monsters, qui est disponible donc sur Canal et sur Apple TV, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Impeccable. Et ben moi j'ai un coup de cœur que j'ai fini ce matin, je l'ai regardé en 4 fois, c'est terrible, hein, les films je suis obligé de les regarder en 4 fois en ce moment, au rythme des siestes de ma fille, mais n'empêche que je suis arrivé au bout et je suis très content. J'ai vu Pris au piège de Darren Aronofsky, qui est disponible sur Canal, qui Je s'appelle l'ai toujours pas vu. Caught Stealing du coup en Oui, anglais. ouais. Donc en gros attrapé en train de voler quoi. C'est avec Austin Butler, Zoe Kravitz, Matt Smith. On a également un super gros casting puisqu'on retrouve également Liev Schreiber ou encore Vincent D'Onofrio qui sont les acteurs. Tu sais, Liev Schreiber on le voyait dans X-Men. Oui, c'était Oh, Dans le sabre. Dans le sabre, voilà Ouais. c'est ça. Et Vincent D'Onofrio qui joue actuellement dans C'est Daredevil. le Caïd, ouais, Voilà. où, il joue, c'est un excellent acteur. Ah oui, c'est un très bon acteur, c'est voilà son dernier rôle en tout cas. Là, il joue 2 tueurs juifs orthodoxes qui sont absolument très violents, mais aussi à mourir de rire. Enfin bon, bref. Et ça raconte l'histoire de Hank, c'est un jeune qui au lycée en fait était promis à un grand avenir dans le baseball. Il devait rejoindre les Giants de San Francisco et en fait, lors d'une balade avec un ami à lui, il a un accident de voiture et l'ami meurt. Lui, il a un problème à la jambe, il se fait opérer et du coup, il est obligé de dire de rayer en fait de sa liste la possibilité d'une carrière dans le baseball. Il se retrouve donc à New York, il est tenancier d'un bar, enfin en tout cas il est employé en tout cas dans un bar, un peu mal famé, et il a un voisin qui est joué par Matt Smith, qui est un gros punk anglais qui est à New York, ça se passe dans les années 90 hein, d'ailleurs, donc on a un New York avec les 2 tours, un peu cradingue, tu sais avec ses bouches d'égout qui fument un peu, tu vois, vraiment ce style années 90. Et donc un jour il rentre chez lui et son voisin qui est joué par Matt Smith lui confie son chat et lui dit écoute mon père est sur le point de mourir, il faut que je rentre à Londres, il faut que je rentre en Angleterre, je te confie mon chat et puis je reviens dans quelques jours. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 gros caïds qui débarquent et qui lui défoncent la tronche à ce pauvre Hank qui a rien demandé à personne et qui lui demande où est le blé. Et lui, il sait pas du tout de quoi il parle, mais en fait, tout dépend de ce voisin qui est parti en Angleterre et qui a totalement disparu des radars. Et donc lui, eh ben, il va lui arriver crasse sur crasse à cause de ce fameux blé, cet argent qui est perdu en fait. Et donc il va rencontrer des personnages tout à fait atypiques qui vont arriver chez lui, qui vont débarquer du jour au lendemain et qui vont juste le fracasser jusqu'à ce qu'il lui donne des infos, sauf que lui, il sait rien. Et donc voilà, ça va aller de mal en pis pour lui. C'est du Darren Aronofsky. Enfin, en tout cas, le Darren Aronofsky que je connais, celui de Requiem for a Dream. Noé. Il y avait eu Noé, et puis entre les deux... Ouais, non, c'est le dernier. The Fountain. The Fountain avec Jennifer Lawrence. Je sais pas si c'est Jennifer Lawrence. Moi, je l'ai pas vu, The Fountain. Non, The Fountain, c'est avec... Ah, mais mince, pourquoi je reviens pas dessus? C'est quand même fou, ça. Non, encore lui. Non, c'est avec Hugh Jackman, The Fountain. Ah oui. C'est sur cet homme à plusieurs époques différentes. Je l'ai pas vu, moi, je pensais à... Oh bah bon, on va pas y arriver, c'est pas grave. Il y aura pas de montage, vous aurez tout ça parce que là. Gardez-le bien. Voilà, exactement. Je pensais à Mother, voilà, que j'avais vu en 2017. Ah oui, Mother, effectivement. Moi, Mother, je suis passé à côté. En tout cas, le côté Darren Aronofsky, il est là parce que le film, il est sale, il est violent, il est sans pitié pour ses personnages et du coup, le film est très bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce moment où je devais mettre pause à un film. Je vais vous avouer que j'ai commencé plein de films en fait ces derniers temps. C'est pour ça que mes recommandations sont un petit peu entre les livres et voilà. Mais en fait, j'ai commencé plein de films que je n'ai pas fini, que j'ai trouvé bien, mais sans plus au point de les continuer, donc j'étais un peu bloqué. Et celui-ci, c'est le premier depuis très longtemps où vraiment j'ai dû mettre pause, mais j'avais tout de suite envie de reprendre pour connaître la fin de l'histoire, quoi. Ouais. On peut avouer que sur, je crois, quasiment 1h50, sur la fin, ça commence un petit peu à tirer en longueur. On a compris le ressort scénaristique et donc on n'attend plus qu'une chose, c'est la conclusion de l'histoire. Ouais. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais n'empêche que le film est très bien. Et Austin Butler prouve encore une fois que c'est un acteur qui peut absolument tout jouer. Il est impeccable dans son rôle. Et Matt Smith, malheureusement, on le voit pas beaucoup dans le film, mais je l'ai trouvé vraiment impeccable aussi. On le voit pas beaucoup au cinéma. Enfin. À chaque fois qu'on le voit, il se fait remarquer, mais malheureusement, voilà, il a un physique atypique et un accent qui est assez coupé au couteau, et donc c'est vrai que forcément voilà, il peut n'avoir que des rôles bien spécifiques, je pense, en tout cas pour le cinéma américain. C'est pour ça qu'on le voit peu, mais en tout cas vous pouvez le retrouver en tant que docteur dans déjà pas mal de saisons de Doctor Who si vous voulez avoir un petit peu de Matt Smith à la maison. En tout cas, ça s'appelle Pris au piège, c'est de Darren Aronofsky et c'est disponible en ce moment sur MyCanal, enfin sur Canal+. Si je peux me permettre, avant de terminer les recommandations, je voulais juste très rapidement dire un grand merci à mon cher acolyte David qui m'a fait
regardé Better Man, qui Oh, a été mon gros coup de cœur. qu'est-ce que c'est bien, hein. Ouais, j'ai trouvé ça Oh, incroyable. qu'est-ce J'ai que trouvé c'est ça bien. incroyable. Je l'ai regardé un matin. C'est sur la vie donc de Robbie Williams où donc il est. Je veux pas revenir dessus parce que David a fait une recommandation à ce sujet. Mais Bah, tu peux, ça fait déjà un petit ouais, moment, hein. j'ai trouvé vraiment que c'était extrêmement qualitatif et que tu pouvais t'enorgueillir de cette recommandation-là parce que c'est un très 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 bon film. Et c'est dommage qu'il ait pas plus marché, mais Mmh. l'idée en plus voilà du singe, de tout Ouais. ça, c'est hyper bien réalisé, les musiques sont hyper bien amenées. Bref, c'est un banger comme on dit. On en a fini avec les recommandations, on va pouvoir passer aux audiences. Qu'est-ce qui s'est passé d'extraordinaire à la télé ces derniers temps? Je crois qu'il y a encore eu un mercredi noir, hein. Un Black Wednesday avec Grey's Anatomy qui est en tête des audiences, mais à 2 millions tout Ouais, rond. c'est À la pas deux- terrible, Non, c'est terrible. pas terrible. À la deuxième place, c'est du football avec Bayern Munich, Real Madrid, donc sur Canal+. Donc c'est ouf, hein, Ah c'est une chaîne ouais. payante qui est deuxième. Troisième, Secret d'Histoire sur France 3, 1,5 million. Quasiment à égalité hein, avec Phoenix, 1 498 000 sur France 2. Mmh. Top Chef, 1 456 000. Puis les deux Alfred sur Arte, 1 100 000 téléspectateurs. Et en point de vue TNT, c'est La Vengeance de Maître Poutifard avec Christian Clavier qui est en tête à 700 000. Autant dire une soirée pas très brillante. Ouais. Là où ça a brillé, par contre, c'est jeudi soir pour M6 avec Cocorico qui a dépassé les 3 millions de Ça a sabré le téléspectateurs. champagne le lendemain, hein. Bah, je pense 3 que chez millions, ça M6, faisait longtemps qu'on n'avait pas dit ouais, qu'M6 ouais, avait ouais, fait 3 ouais, ouais, millions, je hein. pense qu'il devait être très 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 content. Devant Flashback 2,5 millions, la Doc Helveto 2 millions sur France 3, un Flashback bien sûr c'est ça sur TF1. Envoyé spécial 1 137 000. Ouais, pas grosse concurrence non Non, plus, quoi. ouais, ouais, En ouais. même temps. Ouais, il y avait Flashback, mais bon voilà, il y a que la vérité qui compte. On l'a dit, 560 000 sur W9. Donc un grand bravo à M6 pour cette Ouais. programmation qui a Du cinéma, bien encore, on le dit, fonctionné. hein. Ils Ouais, sont premiers ouais, avec du ouais, cinéma, hein. c'est clair. Vendredi soir, bah, c'était Tropique Criminel sur France 2, 3,5 millions. Danse avec les stars, la finale, 2,5 millions, qui a été remporté par Bambi. Oui, c'est ça. Je sais plus J'ai comment il perdu s'appelle, un son nom comme ça. prénom, du coup, mais Oui, mais je sais même. Samuel Bambi. Ouais, bah, le problème, Et c'est c'est que un comique, ouais, je bah, tu crois. vois, là, Comique je me dis que acteur. j'ai commence vraiment d'avoir une culture proche du néant parce que je ne connaissais pas ce monsieur. Mais bravo à lui. À la troisième place, les 20 ans de la fête de la chanson française que moi j'ai regardé. Ok. J'avais pas prévu de regarder des variétés. Je me suis dit des variétés à la télé, ça faisait bien longtemps que j'en avais pas regardé. Et c'était vraiment une émission très chouette qui revenait ben, sur des grands. Enfin, c'est vraiment une émission, la fête de la chanson française, qui réunit des grandes stars de la chanson qui chantent ensemble. Et en fait, c'est pas commun d'avoir autant de stars ensemble. Et en fait, sur ces 20 ans, on a pu voir évidemment des gens qui ont disparu comme Johnny Hallyday, Mais comme c'était Michel des gens qui Delpech. venaient sur scène ou c'était C'est une émission télé en fait D'accord. qui s'appelle les 20 ans de la chanson française. Enfin, ce Donc qu'ils c'était appellent la beaucoup de fête de la chanson flashbacks, quoi, en française. fait. C'était des Et non, images d'archives. alors, il y avait des artistes vraiment qu'on chantait en live, D'accord. mais on a revu les meilleurs moments parce Ok. qu'en fait, c'est une fête qui a lieu une fois par an, Ouais. la fête de la chanson française. Et donc, à chaque fois, France Télé arrivait à avoir un énorme panel de grandes stars. Ok. Et là, c'est là aussi que je me suis dit, il y a des stars actuelles que je ne connais pas. Vraiment, j'étais des ravi noms, de les non? déconnaître. Bah, du coup, Même non, pas. je les connais plus. Non, mais j'ai pas retenu spécialement les noms, Ouais. mais c'était très chouette. Hein. Mais c'était aussi chouette de voir ces images d'archives. Donc, une belle émission qui a fait 1,2 million sur France 3 devant Pékin Express, 1,2 million également. Le Gorille vous salue bien. Ce n'est pas moi qui vous dis bonjour, mais c'était un programme sur Arte, France 5, le film qui a fait 1 110 000 téléspectateurs. Et puis enfin, les audiences de ce dimanche soir, avec en tête un film qu'on aurait aimé ne pas avoir en prime time sur France 2, c'est Vénus Beauté Institut, en hommage à Mmh. Nathalie Baye. Les chaînes de télé, voilà, le programme télé de la semaine dernière qu'on vous a donné, il est un peu caduque parce que suite au décès de cette grande actrice, eh bien, les chaînes ont complètement bouleversé leur Ouais, bien programmation. sûr. Vénus Beauté Institut, 3 300 000 On vous téléspectateurs. Hein. on vous fait pas les chroniques funéraires de Non, là non, cette année parce que c'est une mais hécatombe, mais ouais, voilà, ouais, c'est vrai. les pensées y C'est vrai. sont dans tous les cas à chaque fois qu'on perd quelqu'un. Et donc, c'est un énorme carton, 3,3 millions, hein, c'est plus que Mmh. Cocorico sur M6. Mystère au paradis, 2 193 000 téléspectateurs et une année difficile, seulement 1,9 million sur TF1. Alors je pense que si en face ça avait été l'esprit de famille avec Franck Dubosc, Ouais. je pense que une année difficile aurait fait plus. Mais là Mmh. effectivement le côté hommage a fonctionné. Bien sûr. D'ailleurs certains ont un peu reproché à TF1 de ne pas avoir fait d'hommage à Nathalie Baye. Puis Capital Oui, mais est à si la tout le monde fait 4e un place. hommage sur Oui, toutes les voilà. chaînes, bon. Bon, mais c'est vrai Oui, que mais je comprends, bien sûr. ouais, Oui. moi je peux comprendre un Ils peu auraient parce pu que décaler, faire TF1 un ils ont ouais, fait un ouais. hommage à Michel Blanc. En fait, mais Ah pas voilà, oui, bah oui, oui, ouais, TF1 ils ouais. font souvent des hommages Peut-être qu'ils s'a ouais, mais bon, voilà, en fait, je pense qu'ils quand ils s'attendaient savent que ça va faire ouais, c'est ça. beaucoup d'audience. J'ai l'impression, Et enfin bon, j'en finalement, ils sais se rien. sont plantés, donc tant pis pour eux. Voilà, c'est ça, donc bravo France 2. Ouais. Et puis voilà, les grands espaces, seulement 600 000 sur Arte, hein. Mais ce que j'aime bien avec Arte, c'est que leurs films du dimanche soir, ils sont tracés une sorte de route de laquelle ils ne dévient pas. C'est-à-dire que il y a des fois, ils font 1,2 million, 1,3 million, 1,4 million. Mais s'ils ont décidé qu'ils passeraient des films qui marchent moins, ils passent des films qui marchent moins. Et donc, ben, déjà, bravo à eux.
C'est un, Bravo, un ouais. véritable appel à la culture, hein, Ouais, les ouais. films du dimanche sur Arte, il y a de tout, tout le monde, mais c'est toujours Et des je films pense que qualitatifs. dimanche prochain, on va dépasser le million, sans trop de problèmes. Ouais, Ah! gros, Hâte de gros, savoir ce qui va se gros, passer du gros coup. film sur Arte dimanche Ça a soir. resté jusqu'à la fin de l'émission. Eh ben écoute, de mon côté, pour le box-office, j'ai envie de dire rien n'a changé, tout a changé. Super Mario Galaxy toujours premier, juste une illusion qui passe directement deuxième avec déjà quasiment 500 000 entrées hein, en une seule semaine, ce qui est un des plus gros cartons, c'est le plus gros carton de Nakash et Toledano depuis Intouchable. Ouais, ça Donc, cartonne, hein. ouais, non, on est bien. Ce début d'année est quand même plutôt pas mal. Troisième, Bagarre. Est-ce qu'il était attendu à ce niveau-là du podium? La Peut-être pas. bagarre. En quatrième, Compostelle. Cinquième, Cocorico 2. Le réveil de la momie en sixième. The Drama en septième. Projet Dernière Chance toujours dans le top 10, huitième. L'Enfant du désert, neuvième avec 60 000 entrées en deuxième semaine. Et Jumpers toujours dans le top 10 à la dixième place. On retrouve Les Rayons et les Ombres en onzième directement cette semaine. Il a chuté de 50% au niveau de ses entrées, Les Rayons et les Ombres. Donc on sent qu'il y avait une branche de passionnés, on va dire, en France qui Ouais. voulaient voir le film. Et maintenant, le film s'écroule tout doucement. Il faut dire que les 3h19 doivent déjà en Ouais, dissuader plus d'un. ouais, ouais. Je vais essayer d'aller le voir, moi, mais je crois que c'est lundi prochain. Mais comme le lundi, je me lève à 6 h du matin pour le boulot, je me dis, il va falloir. Un peu compliqué, effectivement. Ouais, on va essayer de le prévoir en journée sur le prochain programme. Ouais. On va passer à nos news et je vais garder la main pour vous annoncer ce que je trouve être une bonne nouvelle parce que j'adore quand les grands de ce monde doivent de l'argent à la justice française. C'est Netflix, cette fois-ci, qui doit 250 000 euros à la Cour d'appel de Paris, puisqu'ils ont fait une bande-annonce pour leur documentaire sur Schumacher. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas flouté les publicités de cigarettes. Marlboro, Et j'imagine. oui, J'ai dit le nom, j'aurais peut-être pas le droit. Mais, oh, c'est un podcast. Schumacher était effectivement, enfin 20 Ferrari était sponsorisé par cette célèbre marque de cigarettes qu'on voyait Exactement. partout. 23 publicités en moins de 2 minutes sur cette bande-annonce pour une marque de cigarettes. Ça fait un peu beaucoup là, non? Voilà, effectivement. Tu vois, t'es à la mode quand même, tu Ouais, connais les mêmes. ouais. Voilà, donc la bande-annonce, Netflix a essayé de se défendre en disant que la bande-annonce n'avait aucun caractère publicitaire, mais malheureusement, selon l'arrêt, ces faits violent la loi Evin et sont d'autant plus graves qu'ils ont permis de toucher notamment un public jeune, celui forcément de Netflix, mais aussi de YouTube, puisque la bande-annonce a été diffusée sur la plateforme entièrement gratuite à des personnes qui parfois étaient mineures, et là, pour le coup, ça a été sans appel, j'ai envie de dire, puisque c'est la Cour d'appel de Paris qui a mis cette sanction-là. Donc ce sera donc 250 000 euros pour Netflix, et en espérant que ça leur cause pas trop de problèmes, mais je ne pense pas. Il devrait s'en remettre. Moi, je vais vous parler alors d'une bien triste nouvelle, même si ce n'est rien à côté de la mort de nos Ah, acteurs j'ai entendu parler de préférés, ça, je sais de quoi tu mais vas parler. tu savais que j'allais en Mais parler, bien mais sûr. il faut en parler avec Mais intelligence que et un peu s'est-il de passé? C'est recul. ça qui me... C'est clap de fin pour MCM, Je trouve ma ça chaîne fou. musicale, chaîne qui appartient au groupe Epsis Mais depuis oui. 2019, qui à la base appartenait au groupe MCM, hein, groupe donc MCM puis Lagardère. On vous laisse écouter Et la pastille de l'année dernière où on parlait des chaînes et tu nous en as ouais, parlé. ouais, je vous en ai parlé. Et donc le 30 juin 2026, MCM va fermer définitivement ses portes après 37 ans. Elle a été lancée le 1er juillet 1989. Elle va mourir le 30 Les juin, donc fermetures de pile chaînes, ça avant son me... anniversaire. Monte Carlo Music, qui va vite devenir MCM et qui n'avait d'autre ambition que de devenir la MTV à la française, la chaîne musicale de référence, ce qu'elle a réussi à faire, puisqu'il faut rappeler que MCM avait d'immenses audiences au début des années 2000, tellement fortes que on a eu droit à des spin-offs, MCM Top, Oui, MCM Pop et MCM Africa, c'est vrai. et qu'en 2019, eh bien, au moment où la chaîne est passée sous le giron d'M6, tout le monde se disait mais c'est génial, M6 va faire des choses incroyables. Et résultat, tous les soirs, on a Mecha Ape contre Giant Cobra, Transmorphers, hein, évidemment, Oui. parce que sinon c'est pas drôle. Et donc bon, voilà, on va pas. C'est toujours difficile de voir s'éteindre une chaîne, d'autant que cette chaîne avait des audiences qui étaient à peu près correctes, mais évidemment, visiblement, elle coûtait de l'argent quand même à M6. Ce qu'on peut entendre, hein, évidemment, mais comme tu le dis, voir mourir une chaîne, c'est jamais quelque chose de très agréable, surtout que bah, moi, celle-ci, elle a particulièrement bercé mon adolescence et celle d'un tas de gens, hein. C'est un peu comme Game One. Quand on évoque la fin de MCM, ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de remous Ouais. sur les réseaux. Moi, effectivement, j'ai
une histoire un peu particulière avec cette chaîne encore récemment, puisqu'en fait en 2022, CanalSat avait annoncé que MCM ne serait plus diffusé. Ça avait été vraiment le branle-bas de combat parce que les gens comprenaient pas pourquoi est-ce que la chaîne allait disparaître. Parce qu'en fait, simplement qu'il y avait des négociations avec Bien M6. sûr. Et quand j'ai vu que cette chaîne risquait de disparaître, eh bien, je me suis dit que j'allais la regarder pour en profiter avant qu'elle parte. Et en fait, bah ouais, j'ai découvert une chaîne qui ben, proposait quand même des choses assez intéressantes, qui continuait quand même de donner de la parole à des artistes, notamment dans son émission La Zone. Et donc, bref, j'ai pas envie d'être beaucoup plus long. Et pour être tout à fait long et vous raconter vraiment l'histoire de la chaîne et les raisons de sa disparition, j'aimerais vous proposer un rendez-vous un de ces dimanches avec une Ah, petite pastille spéciale ah ouais, MCM, si tu es carrément. d'accord, pour vous raconter Avec tout ça grand plaisir. en détail. Et ce que je te propose, c'est que tu sois avec moi au micro, que je fasse pas ça de mon côté, Ouais, histoire que tu puisses réagir un peu à ce que je vais raconter. Mais tout le monde nous a parlé de la mort de MCM. Moi, je vais faire quelque chose que tout le monde ne vous a pas forcément donné. Merci aussi de Screen Plus et à Planète CSAT de m'avoir permis d'avoir accès à l'information. C'est que M6 a déjà révélé quel serait le programme de la dernière soirée d'MCM. ah, Ce qui est original, puisque évidemment, on avait jusqu'à présent pas les audiences. Pardon, pas le programme télé jusqu'au 30 juin, hein, c'est la seule chaîne de télé à le proposer. bien sûr. L'après-midi sera dédié à Pokémon ainsi que l'Access Prime Time. Il faut dire que Pokémon est diffusé tous les jours sur MCM, tous les après-midi. Et donc, voilà, ils ont souhaité terminer avec Pokémon. À 21h, on diffusera la grande saga des dessins animés cultes. Pour sa dernière soirée en prime time, MCM diffusera un grand documentaire inédit retraçant plus de 100 ans d'animation. Oh, Goldorak, Inspecteur Gadget, et avec des témoignages comme Bernard Minet ou Dorothée Pousseau que j'ai rencontré la semaine dernière. À 22h20, un autre documentaire nostalgique, Dragon Ball, Mario, Barbie, les héros iconiques. La journaliste Marie Palot et l'illustre Brigitte Lecordier, la voix de Sangoku, mais oui. prendront le relais dans un documentaire pour célébrer les icônes de la pop culture. Et enfin, 23h15, Made in France, le site Screen Plus nous dit que c'est le clin d'œil ultime, puisque avant que l'écran ne s'éteigne, on aura une sélection de vidéoclips français iconiques de la chaîne MCM. Moi, mon Waouh. petit doigt me dit que si M6 avait diffusé ce type de programme tous les jours sur MCM, la chaîne serait peut-être encore là. Il fallait peut-être pas le faire que pour ses adieux. Mais comme on le disait au moment de la mort des rois de France, il y a quelques siècles de cela, MCM est morte. Vive MCM. Oh, bien joué. Moi, c'est une grogne dont je vais vous parler parce que effectivement, les syndicats n'ont peut-être pas les mêmes avantages chez nous qu'aux États-Unis. Donc, c'est les acteurs qui sont obligés de se mettre en avant puisque 4000 signatures ont été faites sur la pétition qui voudrait empêcher la fusion de Warner et de Paramount, puisque des acteurs, des réalisateurs, des producteurs également ont fait part de leur colère et surtout de leur envie de refuser ce rachat, puisqu'il faut savoir que si ça se fait, ce sera malheureusement tout un pan de l'industrie du cinéma américain qui risque d'en pâtir, puisqu'on va avoir un seul et même paysage. C'était un peu le même boom qu'à l'époque quand Disney a racheté la 20th Century Fox ainsi que Lucasfilm. On s'est retrouvé finalement avec une seule et même personne qui dirige toutes ces licences, et donc ça fait un peu grincer des dents. Au niveau des États-Unis, donc on a des personnes comme Edward Norton, Bryan Cranston, Pedro Pascal, Florence Pugh ou encore Jonathan Glazer qui a fait La Zone d'intérêt il y a quelques temps. Mais toutes ces personnes-là sont surtout représentées par Mark Ruffalo, qui se présente en tant que porte-étendard en fait de cette grogne et voudrait. Il a souvent pris la parole de toute façon quand il était en colère contre des décisions prises au niveau politique. Et là, il décide de le faire aussi quand ça concerne les films et Hollywood. Donc cette pétition va remonter forcément au niveau du Parlement américain et surtout au niveau de la commission qui doit décider et trancher sur ce rachat, puisque bien évidemment le rachat a été acté des deux côtés, des deux parties, et ils sont d'accord pour ce rachat, mais il faut encore que ça soit accepté par le gouvernement américain pour justement qui garde ce côté clause de non
monopole, Oui. je vais y arriver, de non-monopole, du coup, pour justement éviter ce genre de problème, pour qu'il n'y ait qu'une seule personne qui représente tout le paysage américain, même si on sait que A24 commence à prendre beaucoup de parts au niveau du cinéma américain. On a des petits producteurs indépendants sur le côté, mais ça représente quand même un gros pourcentage des licences et du temps d'écran, on va dire, des Américains, même dans le monde en général. Donc ça peut poser problème au niveau du monopole. Donc on verra, on vous tient au courant de la suite, mais j'espère que tout ça pourra avoir de l'importance et qu'ils pourront monter au créneau pour convaincre que ce rachat n'aurait pas lieu. Moi, je vais revenir sur, je vais terminer mes news avec la continuité de la news que je vous avais donnée la semaine dernière sur la chute des audiences de CNews, puisque ce matin, lundi 20 avril, à l'heure où on enregistre, il y a un excellent article de Benjamin Meffre et Benoît d'Aragon qui est revenu sur la chute de ces audiences, puisque ça y est, hein, c'est officiel. CNews est passé de la première à la 3e place, puisque la chaîne est devancée par LCI. Cet article, si je vous le résume rapidement, on vous dit que les spectateurs disent que la qualité a beaucoup baissé. On nous raconte le témoignage d'Adrien, un téléspectateur, jeune avocat parisien qui se revendique de droite et qui avait l'habitude de regarder CNews, qui ne la regarde plus car il dit ils ne font plus du journalisme. Les intervenants ne révèlent aucune info. Ils se contentent de donner leur opinion, qui d'ailleurs est toujours la même. Le succès leur est monté à la tête, ils sont enfermés dans leur certitude, BFM TV se prend moins au sérieux. On a aussi ce témoignage d'un journaliste de la galaxie Bolloré, dit-on, qui dit que tout le monde est en panique dans la chaîne, et notamment le symbole, c'est Pascal Praud qui flanche, puisque ses audiences n'ont jamais autant baissé. Alors le journaliste emblématique de la chaîne, il a perdu depuis la rentrée 200 000 téléspectateurs le matin. Il faut savoir que alors Pascal Praud, c'est quand même plusieurs heures d'antenne, 5 heures par jour, que ce soit à la télévision ou à la radio. Je pense qu'ils l'ont usé jusqu'à la corde. Alors, il paraît qu'il est très morose ces derniers jours, nous dit l'article, et qu'il est en sur-régime. Effectivement, 5 heures, c'est énorme. Et puis, Jean-Marc Morandini, qui, comme on le disait la semaine dernière, cartonné, n'est plus là. Et en fait, on se rend compte que les téléspectateurs plutôt âgés, ils vont chercher des informations plutôt sur LCI, notamment puisque sur cible de plus de 65 ans, la part de marché a baissé de 1,4%. Ils sont passés de 4,9 à 3,5, ce qui n'est pas rien. Et là où LCI en gagne 1,3. Donc, voilà. Okay. Ils perdent des parts de marché. Les téléspectateurs restent moins longtemps et on se rend compte que aussi, ce que les gens leur reprochent beaucoup, c'est d'être complètement pro-israélien et surtout pro-Trump. Et qu'en fait, même dans la plupart, une majorité de la droite française trouve quand même que Trump va beaucoup trop loin, là où CNews va le défendre souvent. Et puis enfin, on nous dit qu'il y a effectivement ce fossé qui s'est créé au moment de l'affaire Morandini, où tous les journalistes plaident d'une droite forte, dure, sans compromission avec les criminels. Et là, on a quelqu'un qui est condamné, qui a été mis en cause et qui, était resté là. Et puis, effectivement, on dit que l'image de la chaîne s'est dégradée, que au-delà de Pascal Praud, Christine Kelly, Romain Desarbres, Laurence Ferrari et maintenant Sonia Mabrouk et Jean-Marc Morandini qui sont partis, le reste des gens, il n'y a pas de grande tête d'affiche. On nous dit également que tout le monde pense désormais pareil dans leurs faux débats qui abordent toujours les mêmes sujets avec les mêmes têtes. Ça tourne à vide. Ça agace un salarié du média Bolloré. Et puis en fait, voilà, même il y avait des pseudo-cautions de gauche qui étaient là, qui ne sont plus là. On pense notamment à Laurent Geoffrin ou à Philippe Bilger, qui lui, voilà. Donc, même si on nous dit que la radicalité de Bolloré a fait le succès de CNews en offrant aux téléspectateurs quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu encore, elle peut désormais conduire à sa chute, même si évidemment on nous dit que le match n'est pas plié, que la chaîne va évidemment essayer de faire des choses pour rebondir, mais néanmoins, c'est quelque chose qui me paraissait important de vous raconter. Il n'y a pas que sur Netflix, il y a aussi Le Parisien qui s'est intéressé à ça. On peut rappeler aussi, de toute façon on s'en occupe très peu de tout ce qui est livre, mais Grasset qui a été racheté par Bolloré également, et donc des centaines, des dizaines plutôt, d'écrivains du coup qui sont partis, qui étaient sous contrat chez Grasset et qui sont partis pour ne pas et soutenir... puis alors c'est pareil, là les médias se sont de Bolloré l'ont défendu à l'antenne, ce qui est plutôt mal passé. Voilà. C'est très mal passé pour le JDD d'ailleurs, qui a voulu faire un article qui n'était pas du tout sérieux et professionnel. Avant de finir cette partie news, je voulais vous faire un petit point sur ce qui a ébranlé un petit peu le cinéma américain ces derniers jours, c'est la CinemaCon. Alors pour ceux qui ont regardé la série de studio, puisque la fin de la saison 1 se termine sur la CinemaCon, et bien voilà, à Las Vegas, tous les ans, les plus gros studios américains se rejoignent pour annoncer des choses, soit pas pour, comment dire,
augmenter le nombre d'informations sur les choses déjà annoncées, ou alors pour annoncer de nouvelles choses et créer un petit peu de tumulte, on va dire, dans le monde du cinéma. Alors, l'information générale qui est ressortie de tous les studios, c'est cette fameuse fenêtre des 45 jours aux États-Unis. Ça peut vous paraître peu, nous Français, qui devons attendre 12 mois pour avoir un film sur Netflix ou 6 mois pour les avoir sur Canal. Mais 45 jours aux États-Unis, c'est la fenêtre la plus large possible qu'il existe en ce moment. Et tous les parties se sont mis d'accord, tous les studios se sont mis d'accord pour dire que cette fenêtre de 45 jours maintenant serait respectée aux États-Unis. Et donc il y aurait une exclusivité cinéma pour tous les films qui ont été annoncés, en tout cas ceux qui sortent au cinéma, pour qu'ils ne sortent pas avant les 45 premiers jours sur une plateforme, quelle qu'elle soit, propriétaire ou pas, du studio. Ceci étant dit, Sony a annoncé forcément Spider-Man Brand New Day qui était déjà annoncé, ils ont lancé de nouvelles images, Resident Evil, Insidious, un nouveau Insidious, apparemment ce serait un genre de reboot. Spider-Man, la version avec Miles Morales est prévue pour le 18 juin 2027 et ils ont eu des images exclusives. The Social Reckoning, la suite de The Social Network, du coup, qui a été annoncée également. De nouvelles images pour Jumanji 3, qui sortira en fin d'année. On a Neon, un petit studio qui se veut un petit peu concurrent de A24, qui a sorti quelques images également. On a un nouveau distributeur-producteur qui s'appelle J-Kids, qui est en fait une branche de la Toho au Japon. Pour l'international et qui sortira Godzilla Minus Zero. Donc du coup cette fois-ci Godzilla s'attaquera aux États-Unis des années 50 et non plus au Japon des années 40. J'ai très très hâte. La Warner est arrivée sur scène pour annoncer la création de Clockworks, qui est l'équivalent de Searchlight ou de Focus chez Universal ou chez Disney. Leur premier film sera un film de Sean Baker, celui qui a réalisé Anora, qui s'appellera du coup Ti Amo, qui sera un film référence au cinéma érotique d'Italie des années 60. Voilà. Il faut savoir que pour l'instant, le film n'a pas de date de sortie en France, puisqu'il n'y a pas de producteur en fait pour le sortir. Et apparemment, Warner ne veut pas le faire lui-même, donc c'est un petit peu compliqué. Ils ont aussi parlé du Seigneur des Anneaux de The Hunt of Gollum, donc la chasse de Gollum. Il verra un nouvel acteur représenter Aragorn. Ce sera Jamie Dornan, du coup, qui remplacera Viggo Mortensen. Viggo Mortensen. Ils ont eu des nouvelles images de Evil Dead Burn, qui est réalisé par Vanitschek, qui avait fait Vermine il y a quelques années. Ils ont eu des images exclusives de Clayface. Ils ont eu des images exclusives de Supergirl. Et ils ont annoncé le prochain J.J. Abrams qui s'appellera Beyond. Voilà, ils ont eu 7 minutes de Dune 3 également et plusieurs films d'horreur annoncés, comme par exemple Gladys, un spin-off de Évanoui. Oui, d'Évanouie sur la tente, Tata Gladys. Je vais aller très vite. Universal a annoncé un biopic de Snoop Dogg. Ils ont montré des images de l'Odyssée et ils ont montré également des images de One Night Only par le réalisateur de Tout Sauf Toi. Donc ce sera sa nouvelle comédie romantique. J'aime beaucoup aimer. Ils ont eu des images de Mignon 3 et de Fucker in Law, c'est-à-dire mon beau-père, moi et ma belle-fille. Je crois qu'ils l'ont traduit comme ça. Mon beau-père, ma belle-fille et moi. Voilà, c'est ça. Oui, pardon, c'est moi qui fais une erreur de français. Ils ont également eu des images de Werewolf, de Robert Eggers et de nouvelles images pour Disclosure Day, de Spielberg. Amazon MGM est arrivé pour annoncer qu'ils n'avaient absolument rien fait sur James Bond pour le moment, qu'ils allaient faire un reboot de l'affaire Thomas Crown en attendant et que c'était eux qui allaient distribuer Spaceball, donc la fameuse folle histoire de l'espace dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et David Leitch revient à la réalisation après avec Ryan Gosling qui s'appelait... David Leitch ? Oui, c'est celui qui avait fait Bullet Train et qui ensuite avait fait le film sur le cascadeur. J'ai pas beaucoup aimé Bullet Train plus que ça, mais par contre, j'ai beaucoup aimé le film avec le cascadeur, The Fall Guy. L'homme qui tombe à pic. Voilà, c'est ça, l'homme qui tombe à pic. Donc, du coup, il revient avec un film qui s'appelle qui s'appelle How to Rob a Bank, donc comment braquer une banque. On aura Verity avec Anne Hathaway, Highlander qui a été présenté également avec Michel Leb. Calville, Henri Calville, et I Play Rocky qui racontera l'histoire de comment ils ont réalisé le film Rocky. Voilà. Et pour finir, alors j'ai d'autres, mais je vous en parlerai la semaine prochaine, sinon ça va être trop long. Mais on va finir avec Paramount qui a montré des images de Street Fighter, qui a annoncé Top Gun 3, Call of Duty, un live action tiré du jeu vidéo. Ils ont montré des images exclusives du concert de Billie Eilish qui a été filmé par James Cameron. Le nouveau film Scary Movie, un nouveau film Jackass, un nouveau film Heart of the Beast avec Brad Pitt par David Ayer qui nous avait fait Fury il y a quelques années, qui s'était raté sur la Suicide Squad. Il y avait quand même pas mal de monde qui n'avait pas aimé cette première version. Et on finira avec Ebenezer, A Christmas Carol, avec Johnny Depp. Tu nous l'avais annoncé il y a déjà un petit moment. Ouais, tout à fait. Donc ils ont eu des images, les premières images de ce film-là qui sortira à la fin de l'année. On aurait dû y aller là-bas, nous.
Ça aurait été bien, mais écoute, on aura très bientôt, au début juillet ou fin juin, je ne sais plus, la fameuse convention française des gros studios américains qui s'appelle le Studio Show. Et il est peut-être probable que l'un d'entre nous puisse y aller, et peut-être les deux, je Je le l'espère. souhaite. Mais voilà, en tout cas, moi ça me plairait beaucoup de pouvoir y aller et de pouvoir vous raconter tout ça, même si à mon avis je vais sûrement signer des papiers qui me l'interdiront. Voici pour les news de cette semaine et on va pouvoir passer au programme de télévision. L'essentiel du programme télé dans cette semaine qui va du samedi 25 avril au vendredi 1er mai. Alors, on va commencer par un petit événement sur France 2 le samedi 25 avril, puisque ce sera la diffusion du match France-Irlande, tournoi destination féminin. Ah, Et je ne suis pas sûr que France 2 ait déjà diffusé ça ne me dit du rien. rugby féminin en prime time en Trop dehors bien. des Jeux Olympiques. Donc, j'ai hâte de vous Ouais, donner les audiences et de carrément. voir ce que ça va donner. Et le film de France 4, arrêt essai du samedi soir, ce sera Cette musique ne joue pour personne. Je ne sais pas si tu te souviens de ce film qui va être inédit en clair, qui était sorti en 2023, si je ne dis pas de bêtises, avec François Damiens. Oui. Voilà. Pas très connu. Lundi, on sera donc le lundi 27 avril sur France 3, ce sera La Fine Fleur. Et oui, ils vont parler de nous. La Fine Fleur, c'est ce film qui a déjà été diffusé avec Catherine Fro notamment, qui était sorti, il y a déjà pas mal d'années, 2008 si je dis pas de bêtises. Ah oui, je me rappelle de ce film, c'était oui, en 2021 c'est sorti. Oui, 2021, oui, 2008, Voilà. n'importe quoi. 2021, exactement, La Fine Fleur. Sur Canal+, ce sera l'arrivée de Paris Police 1910. C'est la 3e saison, puisqu'il y a Paris Police 1900, Paris Police 1905. Moi, j'ai eu j'ai vu Paris Police 1900. C'était sympa, mais j'ai jamais continué. Ouais, mais pareil. Ouais. Sur Arte, ce sera Alamo. Donc, c'est un film qui traite évidemment de Fort Alamo. On est plutôt sur là un film qui était sorti il y a déjà un paquet d'années, mais on le sait, c'est l'habitude de pour Arte le lundi soir, parce que c'est un film qui est sorti en 1960. Sur W9, ce sera Divergente 2, puisque on avait eu le premier la semaine dernière. Et puisque la semaine dernière, le lundi sur TMC, on avait Captain Marvel, la logique veut que cette semaine, nous ayons Captain Marvel 2. Ant-Man et la Guêpe, c'est-à-dire Ant-Man 2, qui est sorti un an avant Captain Marvel. Je crois que ça doit être le Marvel le plus diffusé sur les chaînes TF1, c'est Ant-Man et la Guêpe. J'ai l'impression qu'il le passe une fois tous les 6 mois. Mais je comprends pas l'intérêt. Moi non plus. Surtout tout le monde dit que c'est mauvais, quoi. En tout cas, moi, j'en ai pas un souvenir impérissable. Sur TF1 Série Film, on aura Shrek 4. On rappelle que Shrek la 3, zone... Shrek 4. Non, mais la semaine dernière, on avait Shrek 3, pardon. Là, ce sera Shrek 4. Puisqu'on rappelle qu'on a encore une zone qui est en vacances. Et c'est pas nous. C'est pas nous. Et le film Creepy Monday de RTL 9, ce sera FNAF, Five Nights at Freddy's. Donc, voilà, un film que perso... T'avais vu le 2, finalement? Non, j'ai pas vu le 2. T'as raté le 2. Il est sorti? Ah oui, déjà? Ah oui. Fin d'année dernière. Oui, je le verrai sur Canal. Mardi, sur Canal+, le 28 avril, le film coup de cœur, ce sera Dalloway, pardon. On l'avait même pas passé en toile, celui-là, je crois. Si. Moi, je croyais qu'il était... Avec Yann Goslan. Ah oui, mais c'est avec parce que c'est pas une toile, France. en fait. C'est sur cette femme qui a une intelligence artificielle chez elle. Et, ouais. Mais c'est pas un film Netflix, il est pas sorti au cinéma, celui-là, si? Je sais pas. Je suis persuadé qu'il n'était pas sorti au ciné, tu vois. J'ai entendu quelqu'un en parler tout à l'heure, justement, puisque du coup, il parlait de Gourou, qui est du même réalisateur. Mais si, c'est sorti en salle le 17 septembre 2025. Eh ben, ouais, il a sorti 2 films coup sur coup. Alors, c'est marrant, les notes sont pas Goslan, mauvaises en plus. Hein. Ouais. Donc, bon. Ok. À noter l'arrivée sur M6 de la série Lockerbie Attentat en plein vol. C'est un très gros événement, cette série, puisque M6 a chopé l'exclusivité. C'est une série avec Colin Firth, américano-britannique, qui raconte l'histoire du 21 décembre 88, où Flora Swire monte à bord d'un avion qui s'écrase à Lockerbie en Écosse. Son père tente de découvrir ce qui s'est réellement passé. Et il paraît que la réalisation est incroyable. Donc malheureusement, M6 passe toute la série de 21h10 à 2h du mat. Mais qu'est-ce qui... C'est quand même vachement intéressant d'être allé choper les droits de ça. Mais en tout cas, pour les gens qui, comme moi, vous sont intéressés, vous ferez comme moi. Vous regarderez en replay la fin. Mais c'est quand même dingue, ouais. Sur TFX Kung Fu Panda 3, c'est encore les vacances. Surtout qu'elle est dispo nulle part. Hein. Ouais. Sur Gulli, Bigfoot Family, puisque c'est toujours les vacances. Et sur Sister, La gloire de mon père, un grand classique. Mercredi, nous serons le 29 avril et sur Arte, on aura À plein temps avec Laure Calamy, tiens. On aura également, je ce film. Mardi sur Canal Plus Foot, on aura évidemment la demi-finale de Ligue des Champions PSG Bayern Munich. On aura sur TMC Les Visiteurs 2, on a eu le 1 la semaine dernière.
Gentleman Cambrioleur sur C-Star. J'avais beaucoup aimé ce film qui était sorti en 2018. On l'avait passé un samedi soir au Rio Borvo et on n'était que 7 ou 8 dans la salle, mais c'était sympa avec Michael Caine, avec Morgan Freeman, etc. C'est assez rigolo et plutôt bien fichu. C'est un film de Zach Braff, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est vrai qu'il avait fait ce film-là. C'est lui qui a réalisé ça, oui, tout à fait. Si je ne dis pas de bêtises. En fait, non, mais si, t'as raison, c'est ça. Hein. Ouais, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ah, non, mais il a sorti un truc qui ressemblait à ça. Ouais. Donc, c'est pas le film dont je parle, pardon. Le film de Zach Braff, c'est Braquage à l'ancienne. Ah, voilà. Et c'est pas Gentleman Cambrioleur, donc je vous ai dit n'importe quoi. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de ce film, mais sur TF1 Série Film, il y a Battleship avec Rihanna. Je crois que toi, tu as une petite tendresse pour Battleship. Ouais. Moi, personnellement. Ça doit être la même tendresse que celle qui me fait aimer Green Lantern. Ouais, mais bon. Mais n'empêche que moi, ça me fait toujours rire des porte-avions qui font des drifts avec des ancres au plein milieu de l'océan. Pourquoi je trouve pas. ça très drôle. C'est pas interdit. Sur Sister Safari, ça fait longtemps qu'on n'avait pas revu ce film-là avec Cadmerade. Ah, ouais. Perso, je l'ai jamais vu, Moi et non voilà. plus. Mais sur RMC Story, très beau film avec Les Évadés. Ah oui. Et après, Orange is the New Black, 30 avril is the New 4 avril, is the New 5 avril, cher David, puisqu'en fait, il se passe un truc de fou, c'est que cette année, le 1er mai, le 8 mai et le 15 mai sont fériés. Et donc, enfin, oui, 15, ça tombe en semaine, quoi. Ça tombe, ouais. Alors, c'est même encore plus que ça tombe des vendredis, donc des veilles de long week-end. Mmh. Et donc, alors, le 15 mai est chômé pour les écoles, hein, c'est pas férié, c'est le 14. Que les gens vont partir en week-end. Vont partir en week-end, sans doute plus facilement, et aussi qu'il y a des gens qui vont rester chez eux et qui vont pouvoir se mettre devant la télé. Ouais. Et qu'est-ce que nous dégaine donc TF1 le 30 avril? Mais où est donc passée la 7e compagnie? On rappelle que TF1 le diffuse tous les 2 ans. Ouais. Donc c'est toujours les années paires, on savait qu'on allait y avoir droit. Ouais. Mais en général, ils le mettent plutôt fin juin ou début juillet. Pourquoi là, ils le mettent pas fin juin, début juillet? Parce qu'il va y avoir une petite Coupe du Monde de foot en Amérique qui risque donc de priver la chaîne de bonnes audiences. Et surtout, c'est un coup de génie, puisqu'en fait, le vendredi, j'en bosse pas. Les vendredis, les bosseront pas les 3 vendredis de suite. Et donc, TF1 a eu cette idée de génie que je n'aurais pas eu. Bravo à eux de mettre la 7e compagnie tous les vendredis. Ah, mais oui. Tous les jeudis soirs, du coup. Tous les jeudis soirs, il y aura chaque épisode de... Il y aura chaque épisode de la 7e compagnie. C'est génie. Et j'espère pour eux que ça va marcher. Enfin, voilà. Mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant. Et puis alors, sur M6. Alors là, c'est quand même assez fou. Donc on est toujours jeudi soir. On est toujours le jeudi soir, le 30 avril. Alors, envoyé spécial sur France 2, l'oublié d'Ambroise sur France 3, une demi-finale de Ligue Europa sur Canal+. Mais le jeudi soir, alors, j'ai hâte de voir les audiences. M6 diffusera un petit truc en plus, bien plus qu'un film. C'est-à-dire un documentaire making-of du petit truc en plus, en prime time. Prime time. Ouais. Ça, d'habitude, on le voit en deuxième partie de soirée. Ouais. Et ce sera suivi d'un petit truc en plus que M6 va rediffuser à 23h. Et là, pareil, pour les gens qui le lendemain se lèvent pas, s'ils l'auront loupé, puisqu'on rappelle, on n'a pas les audiences, puisqu'il est diffusé ce jeudi, les gens qui l'auront loupé pourront le voir plus tard le soir sans avoir à mettre le réveil le lendemain. Par contre, diffuser un petit truc en plus, bien plus qu'un film documentaire inédit, j'arrive pas. J'attends ton analyse. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça va faire? Moi, je pense que ça peut fonctionner parce que les gens ont une tendresse particulière pour les personnages de Un petit truc en plus. Artus, en ce moment, est en odeur de sainteté auprès des Français et je pense que finalement, ça peut fonctionner. Est-ce que ça va faire autant d'audience que ce qu'a fait Cocorico 2, par exemple, cette semaine avec 3 millions Cocorico 1, oui, pardon. Je pense pas. Mais... Ouais, mais est-ce que... Moi, je me dis... Soit ça va marcher, soit ça va pas marcher. Est-ce que ça compte pas dans leurs obligations de documentaire, justement? Parce que ça les arrange pas, finalement, de le diffuser en prime time. Moi, je me dis, ça peut... Face à la 7e compagnie, en plus, ça peut faire 800 000, moi, je me dis. Ça peut faire moins du million, j'en sais rien. Moi, je suis pas forcément... Je trouve que l'idée est audacieuse. Ouais, s'ils réussissent, je dirais un grand bravo. S'ils l'annoncent correctement la semaine d'avant, quand ils vont diffuser bah ça, ils ont intérêt de le faire. Et en plus de ça, il y a quand même la 7e compagnie, il y a plein de gens qui l'ont déjà vu. Alors je sais que c'est culte et que les gens regardent tous les 2 ans, il n'y a pas de souci. Mais je me dis, est-ce que les gens, la nouvelle génération qui est plus attachée à un petit truc en plus, va peut-être pas se diriger plutôt vers le documentaire? Moi, j'espère qu'ils fassent au moins le million. Ah bah, j'espère aussi. J'espère parce que des documentaires sur le cinéma en prime time, on peut que saluer le truc. Moi, je me dis que c'est audacieux. Je dis pas que c'est foutu. Je dis que c'est audacieux et que je leur souhaite de marcher. Mais est-ce qu'en ce moment, ils espèrent plus que ça? Parce qu'en fait, quand on fait les audiences en ce moment d'M6, on dépasse que très rarement le million et demi, le 2 millions. Le million et demi, 2 millions, c'est rare. Mais de là... Est-ce qu'ils le feront pas exprès pour se vendre moins cher à RFM, à BFM, à CGM à CGM, ouais, ou à TF1. En tout cas, bon... Je suis surpris. Hâte de voir les audiences. D'autant qu'il n'y aura pas que ça en face. Alors, sur LCP, on commencera par les audiences la semaine prochaine. Dans 2 semaines, du coup, parce que là, c'est le programme de la semaine prochaine. Sur LCP, il y aura un documentaire sur Pierre Bérégovoy. Alors, pour nous qui sommes de la région de Nevers, c'est quand même
un personnage éminent, un Premier ministre, qui s'est Mmh. suicidé le 1er mai 1993 dans l'exercice de ses fonctions, D'accord. qui était maire de Nevers, et voilà, l'hôpital de Nevers, c'est l'hôpital Pierre Bérégovoy. Ok, je savais pas. Et donc, ça va être les 33 ans de sa mort, et donc c'est un documentaire hyper intéressant Mmh. qui raconte ce fameux 1er mai où, quand même, un Premier ministre de la France décide de se suicider. C'est quand même quelque chose de... Voilà. D'atypique, mais c'est sans doute pas le bon terme, mais voilà. En tout cas, un documentaire assez intéressant. Marquant, quoi. Sur TMC, chaîne du groupe TF1, et ben, qu'est-ce qu'on mise sur quoi? Sur le cinéma, avec une contre-programmation à la 7e compagnie que je trouve excellente, avec Black Panther. Ah. Et pour moi, Black Panther, pour le coup, contrairement à Ant-Man et la Guêpe, c'est un Marvel qui a énormément de Ouais, potentiel, ouais. qui avait énormément marché en Tout à 2018. fait. Du coup, sur T18 et sur Novo 19, les nouvelles chaînes, on dit c'est férié demain, qu'est-ce qu'on fait? On va passer du cinéma toutes les deux. T18 va passer Meurtre parfait avec Michael Douglas, c'est un film de 1998, Ok. et Viggo Mortensen. Et sur Novo 19, ce sera La Famille Adams, version 1991, pardon, Ok. le film culte. Sur Sister, là aussi, veille de jour férié, on décide de passer La Momie avec Brendan Fraser. Encore une fois, la soirée docu d'M6 a Mmh. fort à faire en pastel. Je dis pas que ça va pas marcher. Ouais, il les porte pas mal là quand même. Enfin, Mais je dirais, ouais, il faut. Entre Black Panther, Ouais, entre La ouais, Momie, ouais. entre la 7e compagnie, Bah oui, mais vu qu'il n'y a pas de entre La Famille consultation, Adams, il y a que La Vérité qui compte sur W9. Je vous parle pas des séries. c'est quand même étrange, hein, parce qu'en fait tout le monde Corporate sur France 4. a misé sur ce week-end férié, Mm. sauf eux, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette technique? Ben, Ils ont ouais. plein de Disney en stock. Mais oui. Pourquoi ils sortent pas un Disney? On va voir Ce les documentaire, ils peuvent le passer Ouais. quand ils veulent. Ouais. Non, ça Ils suivait, auraient c'était pu, la pour semaine moi- d'après, quoi. Ouais. Pour moi, ils ont dû dire c'est la semaine d'après, mais c'est vrai que ça aurait pu être un truc Il y a qu'ils des auraient fois, passé je me. en juillet-août, Ouais, quand ouais, on sait que les audiences ouais. sont, ils tentent le coup. Là, Enfin, il y a des fois, j'ai vraiment l'impression qu'ils se sabotent. Hein. j'en sais rien. En tout cas, on va voir. Peut-être que ça va faire 2 millions et que ce sera tant mieux. Et bravo pour vous si ce sera le cas. Mais encore une fois, je trouve ça audacieux et je salue Oui, l'audace. bah mais c'est voilà. ça. Oui, c'est louable. Et sur Polar Plus, le fameux film coup de cœur du jeudi soir, eh ben, c'est rigolo parce que ce sera Le Sixième Sens. Ah, Attention, oui, c'est pas Sixième Sixième Sens, Sens ouais. de Night Shyamalan, c'est Le Sixième Sens de Michael Mann avec William Plensen, qui est un excellent film. Et pourquoi je dis clin d'œil? Parce que moi, j'ai découvert la séance du jeudi soir de Polar Plus avec Le Sixième Sens. Ah. J'avais vu de mon programme télé qui passait le soir, je l'ai regardé et je me suis rendu compte que le film était génial et que Polar Plus faisait ça tous les jeudis soirs. D'accord. Alors vous allez dire, bah, génial, ta soirée coup de cœur, s'ils font des rediffusions de films qui sont déjà passés, c'est quand même pas super intéressant. Je me suis documenté, hein, et donc la première fois que je l'ai vu, c'était bien la dernière fois qu'ils l'ont passé, et c'était en avril 2021. Ah oui. Donc oui. ça fait un peu plus de 5 ans qu'ils ne l'avaient pas passé. Donc Ouais, ça on reste a vu honorable. pire, Ouais. on a vu pire sur plein d'autres Bien chaînes. sûr. Donc bravo à eux de rediffuser ce petit chef-d'œuvre du cinéma américain. Vraiment regardez-le. Vendredi 1er mai, c'est férié, c'est Masked Singer sur TF1, Tropique criminel sur France 2, La carte au trésor qui sera sur France 3. Je vous avais noté, c'est L'Entre-deux-Mers en Gironde. Le film box-office de Canal+, bah, je l'ai loupé en salle. Ce sera Chien 51. Ah, déjà. Enfin. Ouais, Enfin. oui. Ouais, Moi je dis ouais. enfin parce que je l'ai raté en salle, mais Ouais, oui, ouais, déjà. ouais. Sur France 5, ce sera Et la fête continue en inédit. C'était un film qui était sorti en 2023 avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Daroussin, qui raconte Ah oui, je me souviens de ça. sur l'effondrement de la rue d'Aubagne. Ouais. Par contre, c'est fou parce qu'en général, c'est plutôt du patrimoine le Ouais. vendredi soir sur France 5. Donc voilà. Et la fête continue. Et vous pourrez retrouver du cinéma, j'allais dire si on peut appeler, c'est pas gentil. All inclusive sur TMC, bref. Everest sur TFX. J'avais beaucoup aimé ce film, Everest, avec Idris Elba. Non, c'est Josh Brolin oui. et Jack Je Gyllenhaal confonds celui avec où ils sont- La montagne entre Ouais, nous, c'est ça. avec Idris Elba. Et sur Gulli, Catwoman. J'ai toujours pas vu ce Catwoman, hein, mais bon, c'est pas forcément l'envie qui Oh, me je pense que retient. tu as une watchlist relativement Ouais, grande, c'est pas ça devrait aller. forcément. Ouais. Par contre, 1er mai, jour férié, je me suis dit, en général, les jours fériés, printemps-été, ils mettent pas trop de cinéma à la télé. Et ben, j'ai été surpris de voir que TF1 diffusait ce vendredi 1er mai. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Eh bah tiens, l'après-midi? ils l'ont pas déjà diffusé il y a pas longtemps? Oh, ça fait un petit moment qu'il est pas passé en Et prime. pourquoi j'ai l'impression qu'on en a entendu parler il y a pas longtemps? Non. Bon, en tout cas, moi, je t'en ai pas parlé il y a pas longtemps. Et je me dis, est-ce que il y a 3 vendredis, est-ce qu'ils vont passer les 3? Eh bah oui. Ça pourrait être bah logique, oui. même si le dernier, il a été diffusé pour l'instant qu'une seule fois sur TF1 et il avait cartonné. Donc ça m'étonnerait qu'ils le mettent déjà l'après-midi. Je me dis, est-ce que ça va être 1er mai le 1, 8 mai le 2
et peut-être Le après mardi un soir, dimanche ouais, soir dimanche où soir, ouais, ils vont Ah, dégainer ou le le 3. dimanche d'après, Ouais, ça peut être. Bah si, parce que ça va tomber sur le lundi férié, sur le... Ouais, bah en tout cas la semaine encore après. Ah ouais, c'est ça? Ça peut, ouais. Ah ouais, ça peut. Ça peut. Mm. En tout cas, bravo TF1, on pense ce qu'on veut de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais en tout Technique, cas, hein. un vendredi après-midi, moi je Ouais. pense que ça aura son succès. Oui. Et puis je pense aussi aux gens dans les maisons de retraite ou ces choses-là qui vont être heureux de Complètement. voir ce film-là. En journée, on aura aussi Capitaine sans peur sur Arte, un vieux film. Sur Gulli, les Schtroumpfs et le village perdu. Ouais. Et sur Sister, alors là, un enchaînement pas piqué des hannetons avec à 16h30 les Goonies et à 18h30 Madame Doubtfire. Eh bah Donc, tiens. c'est un joli programme de jour Est-ce férié. qu'M6 aurait pas racheté Madame Doubtfire? Est-ce qu'M6 aurait pas racheté Sister? Ah bah non, merde, ça a toujours été à eux. En tout cas, voilà pour un joli programme de jour férié. C'est vrai qu'en préparant cette émission, je m'attendais pas à dérouler du cinéma en journée, Non, j'avoue. ni et surtout à du cinéma la veille aussi intéressant. Donc j'espère que ça vous aura intéressé autant que moi, parce que je trouve ce 30 avril, 1er mai passionnant. Je sais pas ce que Toujours tu en penses. intéressé par Mais ce que voilà. tu dis. Dimanche 26 avril, on aura, donc c'est notre jour du duel du dimanche soir. Sur Arte, je vous le disais tout à l'heure, hein, gros potentiel avec la liste de Schindler. Donc je pense que là, ça va taper le million. Oui. Le million. Donc, je sais pas tranquille. si les gens veulent voir ça en ce moment. Ouais, mais en tout cas, la liste de Schindler. Sur TFX, Sous le même toit, c'est une comédie qui Oui, était sortie avec il y a Gilles déjà. Lelouch. Ouais, je ne l'ai jamais vue, mais bon, potentiellement sympathique. Sur TF1 série film, l'opération Corned Beef Eh bah tiens. avec Christian Clavier et Jean Reno. Tout à fait. Pareil, hein, ça c'est film culte des années 90. Sur Sister. C'est marrant, c'est duo. On dit qu'on voit tout le temps les mêmes visages au cinéma français maintenant, mais en fait à l'époque c'était terrible. Et puis si tu remontes à Gabin, Ventura, tu peux remonter loin, quoi. De Funès Bourvil, bref. Sur Sister, Marie à tout prix. Oui. Des frères Farelli, une comédie que j'aime bien. Et le duel du dimanche soir, eh bien David, comme la semaine dernière, je te l'offre. Je ne me suis spoilé aucun des deux films. J'ai pris mon programme télé numérique, et ce qui est bien, c'est qu'avec en tapant le numéro de la... Non, mais il est là. Okay. Il est là, je te le donne. Donc je dis, j'ai fait exprès de sauter ma page en préparant l'émission pour ne pas avoir à voir ça. Et donc tu as juste à appuyer sur la petite flèche de gauche. Et donc je t'offre encore une fois, dans ma magnanimité, ce duel du dimanche soir que tu vas me faire deviner. J'espère qu'il sera pas tout daubé. Merde, je t'ai offert un cadeau de merde. C'est pas terrible. Attends, parce que là du coup. Bah vas-y, tu peux me redonner l'ordi. Non, mais c'est bon. Et je ferme le capot. Ouais, ok. Alors. Sur TF1, c'est pas un inédit. Ok, c'est en opposition avec. Voilà, c'est pas une comédie française, quoi. C'est en opposition à ça. Donc c'est un blockbuster. C'est un blockbuster. C'est quand même pas Ant-Man et Kung Fu Mania. Non. Bon. Non. Est-ce que c'est un blockbuster? C'est une grosse saga aussi, mais c'est un spin-off. Solo? Non. Un spin-off d'une grosse saga. Ouais. Dont TF1 a les droits. Donc c'est un Star Wars? Non. C'est pas un Disney. C'est un autre gros studio. Warner? Non, bah non, les troisièmes. Universal? Oui. Un spin-off d'Universal? Ouais, une grosse licence de chez Universal. Blockbuster américain. Pas très apprécié par les gens de chez Universal d'ailleurs. C'est Hobbs & Shaw. Oui. Fast and Furious. Alors là, vous pouvez remarquer. Alors non, je vous parle là. Vous pouvez remarquer que David a deviné quand même avec des indices qui étaient pas simples, qui étaient quand même des privés de jokes. Donc c'est quand même cool. En plus, les gens d'Universal France aiment beaucoup. Il y a un mec qui nous a dit qu'il voilà, était pas. Mais bon, c'était pour la vanne. Hobbs & Shaw. Ok. Et du coup, j'ai envie de dire, on est un peu sur la même lignée que ce qu'a prévu TF1 pour ces jeudis veille de férié. C'est un grand classique du cinéma. C'est un grand classique du cinéma français. Ah ouais? Ouais. Genre le Cornio, la Grande Vadrouille. Non, on est plus proche de la 7ème compagnie. Ah ouais? Sur les thématiques. Oh, c'est Papy fait la résistance. Ouais. Oh, j'en peux plus. C'est comme les tontons flagueurs. Alors en fait, c'est là où vous voyez que moi, on a le prisme de ce qu'on voit, parce que je suis trop content que TF1 repasse la 7ème compagnie alors qu'il la passe tous les 2 ans. Mais Papy fait de la résistance et les tontons flingueurs. Manuel, tu nous écoutes? Calm down. Non, mais il va que dire, ouais. Bah tu vois, j'ai l'impression que t'as fait un cadeau un peu pas terrible. Non, mais si, parce que moi, Hobbs & Shaw, je l'aime bien. Oh, puis en deuxième partie de soirée sur TF1, il y a Joker. Je vois, mais Joker pas avec. Pas celui de Statham. Non, le Joker de Joaquin Phoenix. De Joaquin Phoenix. Ouais. Enfin, avec Joaquin Phoenix. Moi, Papy fait la résistance, ça m'a jamais fait rire plus que ça. Et Hobbs & Shaw, je connais pas. C'est un peu fini au niveau des blagues, non? Je crois que Papy fait la résistance maintenant. Ouais, j'avais l'impression. Ouais. Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dimanche soir, je serai ni sur TF1, ni sur France 2. Après, Hobbs & Shaw, c'est peut-être bien, mais moi, les Fast and Furious, c'est pas mon kiff. Et ben voilà pour le programme télé de la semaine. Et ben impeccable. Si vous n'avez pas envie de regarder la télé, au cinéma, à partir du mercredi 29 avril, vous aurez Le Diable s'habille en Prada 2. Est-ce que tu as vu le premier? Non. Il est temps de rattraper ça. D'ailleurs, je pense qu'on va sans doute... J'en sais rien, mais on va sans doute... Tu penses? Je pense qu'ils vont le passer bientôt. Ah ouais. C'est M6 qui a les droits, je crois.
On a également Die My Love avec Jennifer Lawrence et Robert Pattinson dans la même lignée que The Drama, j'ai l'impression. Ouais. Ces histoires d'amour qui bifurquent un peu sur un twist. Ah oui, c'était Zendaya là. Ouais, c'était Zendaya et Pattinson aussi, effectivement. Vivaldi et moi sur l'histoire de Vivaldi. On aura. Ah oui, il y a la suite, c'est Vive Lidl. Je suis fatigué, c'est la fin de Vivaldi, journée. Lidl, ok, je l'ai. Oui, Ça marche. On aura également le magnifique film, si vous avez l'occasion d'aller le voir, Sorda, sur cette jeune femme sourde qui a un enfant qui ne l'est pas et comment elle arrive à rentrer dans sa vie. Est-ce que voilà, quels sont les liens que peut avoir une mère avec un enfant qui n'est pas sourd. C'est vraiment hyper intéressant. Ce film, c'est Sort David. il est en forme, il est en forme. Je parle à la webcam qui est là, qui ne me regarde pas alors que je devrais vous parler en face. Il est en forme. On a également Okum qui sort, un film mi-épouvante, j'ai l'impression un petit peu comique quand même, avec Adam Scott qui a joué dans Severance il y a quelques temps. Voilà. Donc il arrive au cinéma, dans Okum. On aura également celui-là il est dur à dire, Sweet One Island avec Swan Arlo, que des noms faciles à dire. On aura également Dao avec Cathy Correa avec et moi quand je me réincarne en slime, le film. Et voilà, et après on aura d'autres petits films qui sortent cette semaine-là. Je vous laisserai aller faire un tour sur Allociné. Voilà pour les gros titres cinéma et télévision qui vous attendent toute cette semaine. Maintenant que vous n'avez plus Critflix et que vous venez de terminer cette émission, ne vous inquiétez pas, vous en aurez une la semaine prochaine. Vous aurez également des dossiers, peut-être un débrieflix si on a l'occasion de voir un film en commun. Je compte aller voir Projet Dernière Chance bientôt, alors peut-être que ce sera l'occasion de pouvoir un débrieflix. Que je me le remette en tête parce que je l'ai vu il y a près d'un mois maintenant. Et avec un peu de chance, peut-être les rayons et les ombres. Oui, avec plaisir. En tout cas, on vous laisse nous écouter sur les émissions que vous n'avez pas pu rattraper d'ici là. Et surtout, on vous demandera de commenter, de liker et de partager. Si vous avez aimé cette émission, il faut que j'arrête de regarder la caméra qui est là parce qu'elle ne me regarde pas, elle. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette émission vous aura plu. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau Critflix. À très bientôt. Salut!